Pour assurer leur évolution technologique, 77% des entreprises canadiennes considèrent les TI comme un investissement ou un partenaire stratégique de leur réussite. Chez Novipro, nous sommes une vaste équipe d'experts qui accompagnons les entreprises de toute taille dans leur évolution technologique. Nous proposons des solutions avant-gardistes pour répondre aux besoins d'affaires de nos clients. Depuis près de 30 ans, Novipro est un créateur de valeur. Pour optimiser la performance des entreprises dans l'écosystème numérique d'aujourd'hui, notre approche s'appuie sur 3 piliers essentiels: la richesse de notre capital humain, notre éventail d'expertise et la puissance de notre réseau. Novipro vous propose des solutions clés en main pour vous accompagner dans vos projets de transformation numérique. Du début à la fin, un seul interlocuteur, plusieurs expertises. Une capacité extraordinaire à concevoir des solutions technologiques créatives et complètes, à déployer les dites solutions avec la précision d'un mouvement suisse et à soutenir fiablement ces solutions avec un niveau sans égal de proactivité et de réactivité. Pour relever vos prochains défis technologiques, choisissez l'excellence. Comptez sur un partenaire qui comprend vos enjeux et qui vous aidera à prendre les bonnes décisions adaptées à votre réalité et à vos aspirations. Accélérez vos progrès. Novipro, copilote de votre évolution. Présenté par Novipro. La prochaine conférence vous propose une présentation sur l'analytique avancée en mode libre service. Mesdames et messieurs, accueillez maintenant vos conférenciers. Patrick Caron, directeur solutions industrielles 4.0 et analytique, et Pierre Tocci, conseiller principal, stratégie de transformation chez Novipro. Bienvenue à cette conférence l'analytique avancée en mode libre service. Donc, on ne peut améliorer ce que l'on mesure. Je me nomme Pierre Tocci, conseiller principal en stratégie de transformation des TI chez Novipro. Ce serait très difficile si je ne pouvais compter sur la participation d'experts conseils tels mon collègue Patrick Caron. Patrick, comment m'aides-tu dans mes travaux? Bonjour Pierre. Je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie manufacturière exportatrice, principalement 20 ans dans les pâtes et papiers, 5 ans en automatisation et robotique. J'ai occupé des postes de directeur d'ingénierie, directeur de la production, directeur des opérations. Puis maintenant, depuis 5 ans, je suis chez Novipro, puis j'accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, chaque fois que moi, j'ai un conseil ou un projet à faire auprès de la haute direction et qu'on parle d'environnement manufacturier, tu es mon meilleur équipier. Bienvenue à bord, Patrick. Merci. Donc, pour vous parler rapidement de Novipro, depuis 1993, donc on va bientôt entamer notre 30e année, 125 professionnels dotés d'expertise de haut niveau et de beaucoup d'expérience. Nos services conseils sont, pour la plupart du temps, appuyés sur des cadres de référence, des méthodologies qui sont reconnues et aussi quelques-unes que nous avons bâties au fur des ans.
Et bien sûr, ce que l'on prône, c'est faire un accompagnement personnalisé tout au long du cycle de vie d'un projet et aussi l'accompagnement post-projet. Aujourd'hui, on parle d'analytique avancée en mode libre service. Et Patrick, en mode libre service, qu'est-ce que ça veut dire? Avant d'aller à libre service, on commence par définir c'est quoi l'analytique avancée, puis par après, on va rajouter la partie libre service. Donc, pour commencer, l'analytique avancée, ça nous permet de quoi faire en premier? C'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre le passé, de comprendre les causes, d'être capable de visualiser en temps réel, autrement dit, d'avoir des tableaux de bord qui vont nous montrer comment la machinerie opère, comment la production va, qu'est-ce qui se passe vraiment en temps réel. Puis si jamais on est à l'extérieur des limites, mais on est aussi alerté. Tout ça, déjà là, en partant, c'est une base de l'analytique avancée. Puis ce qu'on peut rajouter par la suite, c'est toute la question de prédiction. Autrement dit, si je vois que je vais avoir un problème, juste de me faire alerter tout de suite, c'est déjà un peu trop tard, mais si je peux le voir venir d'avance, ça serait encore mieux. Puis une étape par-dessus tout ça, ça serait vraiment d'être capable d'optimiser la décision. Tout ça dans le but d'aider à prendre de meilleures décisions. C'est vraiment pour aider l'humain. C'est toujours l'humain qui prend la décision finale, mais par contre, l'analytique avancée est là pour l'aider, le supporter dans tout ça. Patrick, on a souvent vu des obstacles dans nos projets au niveau de la haute direction, des obstacles, des raisons qui nous empêchaient d'avancer. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Nous, on la comprend parce qu'on est plongé dedans à temps plein, mais les gens semblent voir beaucoup de défis à entériner des projets. Pourquoi? La première chose, c'est que ça prend beaucoup de connaissances technologiques. Autrement dit, ça prend des data science, ça prend du monde qui connaissent comment programmer des programmes à machine learning, et ainsi de suite. C'est déjà un frein avec aussi la pénurie de main-d'œuvre, et ainsi de suite. L'autre point aussi, c'est la disponibilité des ressources clés. C'est beau faire un projet analytique, mais juste la data science tout seul n'est pas capable de le faire. Ça va prendre aussi le monde, les experts métiers pour lui dire exactement comment ça fonctionne, et ainsi de suite. Puis souvent, les experts métiers sont très, très, très occupés déjà par leur quotidien. Fait que de sortir d'un projet ou de leur quotidien pour les amener dans un projet, c'est toujours un enjeu pour les entreprises. Les projets, on sait quand est-ce qu'ils commencent. Juste peut-être revenir. Les projets, on sait toujours quand est-ce qu'ils commencent. Par contre, on a souvent dans les projets comme ça d'analytique, ça peut prendre du temps. Donc, la durée peut être inconnue. Puis même des fois, le résultat peut être non garanti. Fait qu'on peut savoir, des fois, il y a toujours un risque de ne pas avoir de fin, autrement dit, à un projet. Il y a beaucoup de projets qui vont mourir à l'étape pilote. Donc, évidemment, l'investissement est risqué, l'investissement total est risqué. Donc, c'est sûr que si j'étais un chef d'entreprise et que je ne sais pas où est-ce que je vais, puis combien de temps que ça va prendre, puis c'est quoi le risque, puis la finalité, ça se peut que je retienne mes projets. Exactement. Maintenant, le libre service. Là, on vient de voir la partie analytique. Maintenant, si je rajoute le libre service, un peu comme qu'on peut voir ici, ici on voit avec, mettons, à l'essence, à la station d'essence ou à l'épicerie, ce qui arriverait dans un cas en utilisant le libre service avec l'analytique, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un data scientist pour être capable d'utiliser le potentiel des outils d'analytique avancée en libre service. Par contre, ce qui est important, excuse-moi Pierre, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la connaissance métier pour être capable d'utiliser ces outils-là, parce que les outils sont vraiment faits en fonction des experts métiers qui ont la connaissance, puis d'être capable de régler la majorité de leurs problèmes quotidiens. Donc, un libre service, on peut aussi l'associer à tout ce qui est service info-nuagique. Il n'y a rien d'installé chez nous et au contraire, le nuage nous le rend disponible. Exactement. Maintenant, Patrick, corrige-moi, mais si on récapitulait les solutions à nos obstacles, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances en sciences des données, donc pas besoin d'avoir de mathématiciens, de gens férus en mathématiques. Au contraire, c'est les experts métiers qui peuvent le faire eux-mêmes, donc les gens qui sont spécialisés sur le plancher ou en finance, ou etc. On parle d'implantation en semaines et non en mois. Donc, on n'est pas obligé de mobiliser ou c'est-à-dire de démobiliser des gens de métier du plancher pour utiliser, pour être dans des projets. Donc, ça ne sera pas mobilisant à temps plein. L'inconnu durée est fort. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque et combien de temps que ça va durer. Ben, avec l'analytique avancée en mode libre service, c'est que tous ces environnements-là sont dotés d'outils de formation. Puis l'implantation est éprouvée, donc encore, on élimine l'inconnu du temps.
Si on parle de résultats non garantis, ben, c'est des solutions qui sont éprouvées par des milliers d'utilisateurs. On est en mode info nuagique. Donc, la preuve de performance et de rentabilité de l'utilisation, elle est là. Et finalement, ben, c'est des projets que les investissements sont limités, donc on n'a pas de risque parce qu'on peut faire des projets pilotes rapidement et on peut déjà prévoir les coûts de l'essai. Si je pouvais bien résumer en termes informatiques qu'on comprend, nous, c'est try often, fail fast. Autrement dit, avoir la possibilité de s'essayer très rapidement et voir des résultats positifs ou négatifs aussi très rapidement, ce qui nous permet de faire des itérations. Donc, c'est un petit peu l'amélioration continue, si je peux comprendre, Patrick. Exactement. Patrick, tu as choisi 2 exemples en domaine manufacturier. Pourquoi ces exemples? Les 2 premiers exemples, les 2 exemples qu'on va parler, un sont en lien vraiment avec, on dit qu'il faut mesurer pour s'améliorer, c'est vraiment dans ce sens-là, mais c'est aussi des besoins criants de l'industrie. Surtout dans 2 domaines particuliers. Il y a toute la question de l'optimisation de la décision. La plupart des entreprises ont maintenant un ERP d'installer. On parle autrement dit d'optimisation. Ici, on peut voir, puis on va parler de l'optimisation, puis par après, on va parler de l'autre exemple qui est plus au niveau de l'optimisation de la production ou de la réduction des émissions. Commençons ici par tout ce qui a rapport avec l'optimisation de la décision. Premier chiffre à retenir ici, c'est le 1,7 million. Pourquoi j'ai mis 1,7 million? Ça rappelle plus gros, peu importe. Mais le but, c'est de comprendre que j'ai juste 5 pièces ici à gauche à produire. En ayant ces 5 pièces-là sur 3 machines différentes, c'est le nombre de combinaisons possibles d'ordonnancer ces 5 pièces-là sur ces 3 machines. 1,7 million, c'est déjà énorme. Pourtant, je n'ai pas beaucoup de pièces, je n'ai pas beaucoup de commandes, pas beaucoup de machines. C'est plus pour montrer, ce n'est pas tant le chiffre, mais plus pour montrer que c'est vraiment énorme. Donc, ça peut devenir complexe très rapidement pour un humain d'avoir à ordonnancer et à optimiser ces pièces-là. Puis ça, c'est sans tenir compte des contraintes. Là, on a juste l'ordonnancement. Maintenant, si on rajoute des contraintes, puis une contrainte, c'est une condition qu'on doit satisfaire. Chaque entreprise a ses propres contraintes. Ça peut être, mettons, une production qui doit se terminer absolument à 5 heures. Ça peut être le nombre de personnes que j'ai pour faire des mises en course, des setups, autrement dit. Ça peut être des priorités, des clients, des clauses de pénalité, ainsi de suite. C'est toutes des contraintes qu'on retrouve chez les entreprises. Oui, vas-y, Pierre. Donc, si on comparait à la réalité, je suis un planificateur, je dois ordonnancer 5 machines dans une ligne de production. Si la vie était facile et tout était linéaire, sans condition, ça irait bien. On pourrait prendre un Excel, on ferait ça. Maintenant, j'ai des contraintes qui ne sont pas nécessairement séquentielles. Ça peut être des bris de la maintenance qu'on doit prévoir. Ça peut être des bris de machine. Hier, elle était disponible. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. C'est un bris de machine. Ça peut être des gens qui sont absents. Ça peut être des commandes excessives, supplémentaires, un manque de matériel. Donc, ça, c'est toutes des contraintes qui nous empêchent d'être vraiment linéaires d'un modèle Excel, je devrais dire. Excel, puis même ERP, souvent avoir une limitation aussi au nombre de contraintes qu'ils peuvent être capables de gérer dans le ERP lui-même. D'accord. Donc, un des moyens d'ordonnancer le tout en tenant compte des contraintes, c'est par l'optimisation. Ici, on peut voir, c'est un exemple de où ça peut être utilisé, l'optimisation de la décision. C'est dans plusieurs industries, plusieurs cas d'utilisation différents. Nous, pour aujourd'hui, on va se concentrer plus sur celui qui est en bas, où il y a l'avion sur une ligne de montage, où est-ce qu'on ordonnance les commandes, les opérations et les machines et les employés. C'est vraiment, on va le démontrer plus, l'optimisation par l'ordonnancement aujourd'hui. Donc, le cas ici que j'ai, c'est vraiment, c'est un client qui produit. On peut voir, si vous regardez vos fenêtres, autour de vos vitres, il y a des frames, comme on dit, des extrusions. C'est les extrusions de plastique qui sont vraiment fabriquées pour des fenêtres. Et dans l'industrie du plastique, pour le cas, on va dire qu'il produit pour plusieurs clients, mais sur seulement 50 lignes de production. Donc, on va y aller pour simplifier. Il y a des limitations dans le sens que les moules peuvent être utilisés seulement sur certaines machines. Les nombres de mise en place, autrement dit, le nombre d'équipes ou de personnes qui peuvent faire des setups est limité. C'est pas toujours, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte dans l'ordonnancement. Puis, l'objectif recherché, c'est de minimiser le nombre de commandes en retard et aussi de minimiser les changements de moule et de couleur. Parce que ce client-là, il va être capable de produire plus pour être capable de répondre à plus de clients qui ont une demande présentement qui cogne à sa porte, puis qui aimerait ça aussi avoir des produits.
Donc, dans le connu que toi tu as, comment ça se passe? Fait qu'ici, par exemple, on a c'est des commandes. On a un échantillon de commandes. Évidemment, ce n'est pas toutes les commandes. On n'a pas juste 25 commandes. Au contraire, on a plus comme 500 à 800 commandes. Fait que déjà là, de voir que j'ai une commande avec un moule puis une couleur dans la même journée ou même de savoir demain ou après-demain que je vais produire exactement le même moule avec la même couleur, c'est très, très, très difficile pour l'humain. D'où l'objectif ici d'aller chercher cette information-là qui nous vient du ERP, le mettre dans la cédule, dans l'optimisateur, puis l'optimisateur peut nous dire, oh, celle-là et celle-là, je pourrais les mettre ensemble, c'est le même moule, puis en plus, c'est la même couleur, parfait, je les regroupe ensemble. Donc, la plupart du temps, on aurait un extrait d'un ERP ou d'un environnement quelconque et on mettrait ça dans un Excel comme on voit ici et on filtrait la durée, les heures, le moule, etc. pour essayer d'avoir une idée du modèle qu'on veut concevoir. Exact. Okay. Maintenant, dans ce que toi, tu prônes, il arrive quoi? Ici, on a l'exemple. C'est un Gantt chart. C'est vraiment toute l'optimisation de la cédule de production qu'on a vu tantôt. Mm-hmm. On peut voir en bleu, c'est les commandes à produire. En vert, c'est mes setups, mes mises en course. Plus qu'ils sont larges parce qu'on a un changement de moule, de die et ainsi que la couleur. Puis, il y en a qui sont un peu plus petits. C'est juste la question de changer la couleur et non nécessairement le moule. Puis, si je n'ai pas de vert comme qu'en bas, la dernière ligne, mais c'est parce que j'ai la même moule, la même couleur. Fait que ça, déjà là, c'était une partie des contraintes. Une autre contrainte que je n'ai pas parlé tantôt, mais il fallait que, par exemple, s'il y a un arrêt d'usine, toutes les commandes doivent se terminer avant l'arrêt d'usine. C'est pour ça ici qu'on voit, puis il ne voulait pas commencer non plus à avoir une commande qui finit à moitié dans l'arrêt d'usine. C'est un exemple ici. Puis quand on repart de l'autre côté du carré mauve, mais on peut voir que les carrés verts, on en a juste un nombre limité parce qu'on a un nombre limité de setup qu'on peut mettre en place. Donc ici, pour moi, je suis parti d'un Excel qui était ligne, colonne, filtre, et j'ai quelque chose qui est très représentatif, qui est un Gantt avec une série de couleurs et qui me permet vraiment d'un coup d'œil voir comment je dois placer mes commandes, si je prenais ça. Exactement. Maintenant, est-ce que ça doit absolument être la vérité ou bien tu pourrais décider de recommencer? C'est un peu comme on mentionnait tantôt au début, c'est un aide à la décision. Autrement dit, c'est le meilleur, d'après les mathématiques, c'est le meilleur système, le meilleur calcul que le modèle a pu sortir de l'optimisation. Fait que de là, après, de dire si non, telle commande, j'aimerais ça la déplacer, il est toujours possible pour le planificateur d'être capable de déplacer une commande ou de dire celle-là devrait être faite avant elle. C'est toujours possible, définitivement. D'ailleurs, ici, on a une question, Patrick. Comment gérez-vous le visionnement, l'évolution de vos modèles? Je crois que tu viens d'y répondre. On peut recommencer. On peut redemander un autre modèle. Et ça ne devient pas trop lourd à maintenir sur le moyen terme. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? En réalité, c'est plutôt, j'aimerais dire que c'est plus une question d'amélioration. Fait que même pour répondre à la première question, oui, on fait un premier modèle, on va faire, puis on va voir dans les prochaines étapes, justement les étapes après le comment. Oui. Puis peut-être passer à l'étape comment, puis en même temps, je vais pouvoir répondre à la dernière. Fait qu'on y aller comme ça. Pour commencer, ça prend des données. Fait qu'autrement dit, ça nous prend des données qui nous viennent du ERP ou d'une autre place, mais ça prend définitivement minimum des dates de livraison, des commandes, des temps standards ou des temps estimés pour être capable de faire un ordonnancement en partant. Fait que ça, c'est la base. Maintenant, il faut aussi comprendre les contraintes. Fait que c'est définir les contraintes, qu'est-ce qu'on veut minimiser ou optimiser, parce qu'en optimisation, c'est toujours on minimise quelque chose ou on optimise quelque chose. Fait que c'est comme on mentionnait tantôt. Ça, c'est super important. Ça nous prend un modèle d'optimisation aussi qu'il faut faire à partir d'algorithmes prédéfinis et disponibles. Fait que quand on parle de maintenance, on utilise des algorithmes prédéfinis, d'où on parlait tantôt en libre service. C'est pas quelque chose qu'on va tout programmer, c'est plutôt l'utilisation ou la combinaison de différents algorithmes qu'on va plus maintenir. Puis pour répondre à la première question, c'est d'y aller commencer tranquillement, avec le moins de contraintes possible pour commencer, pour bien comprendre comment le modèle réagit, et par la suite, d'y aller par itération et de rajouter des contraintes. Fait que c'est plus à ce niveau-là qu'on y va. Puis ce qui est important, c'est surtout de tester le modèle avec les planificateurs et les gens de plancher. Puis même quand on fait la définition des contraintes, c'est important d'impliquer les gens de plancher parce que souvent, c'est dans leur tête, c'est pas écrit nulle part. Et ça fait 40 ans qu'ils le font comme ça, mais il n'y a personne d'autre qui le sait. Il faut aller chercher cette information-là, puis après ça, on implante le modèle. Patrick, sans le savoir, tu as répondu à des questions qui venaient d'arriver sur Slido. Pouvez-vous clarifier dans quel sens on utilise le terme libre service? On vient de l'expliquer. Et aussi, on parlait du genre de modèle qu'on pouvait utiliser. Tu viens de nous dire aussi qu'il y a des modèles qui sont disponibles pour nous à utiliser.
Puis juste rajouter aussi sur le libre service aussi, ce qu'on fait pour s'assurer aussi, même s'il y a des modèles, c'est de rendre aussi les paramètres disponibles pour les planificateurs. Autrement dit, s'il y a des paramètres, c'est de hard-coder le moins possible. Autrement dit, c'est tout le temps d'être capable que l'humain, que l'utilisateur, dans ce cas-ci, le planificateur, soit capable d'être capable d'interagir avec son modèle, puis aussi, autrement dit, qu'il soit vraiment autonome. Parfait. Maintenant, lorsqu'on parle, Patrick, de tester le modèle, en fait, les planificateurs prendraient les décisions ou les suggestions qui sont dans le modèle et voir si ça s'applique à la réalité de leur plancher. On dit toujours, c'est aide à la décision. Oui, et souvent, je te dirais, les premiers tests, ils vont prendre leur fichier Excel qu'ils ont fait, leur planification qu'ils ont faite sur du ERP ou à Excel, puis ils vont venir le comparer versus le modèle pour bien comprendre. D'accord. Passons maintenant, Patrick, à l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, ici, c'est vraiment plus pour l'optimisation de la production, qualité et maintenance. Excusez, l'exemple qu'on va présenter, c'est vraiment pour la réduction des émissions. Je vais en parler un peu plus tard après. Mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est très large. Là. C'est sûr que j'ai mis des exemples assez concrets. Par contre, ici, on a un exemple justement d'une usine typique où ce qu'on pourrait avoir, que ça pourrait s'appliquer. Ça pourrait être un endroit comme, admettons, l'efficacité énergétique. Ça pourrait être des émissions, comme je mentionnais. Ça pourrait être côté maintenance. Ça pourrait être côté optimisation du procédé, ainsi de suite. Ils sont toutes là. L'important là-dedans, c'est vraiment de donner l'outil aux gens métiers, aux experts métiers, que c'est leur domaine. Autrement dit, un ingénieur de maintenance, mais qu'on peut lui donner l'outil pour les équipements qu'il a à faire de la maintenance par-dessus. L'environnement, ça va être plus côté émissions et autres. C'est d'être capable, qui est capable d'avoir la donnée. Parce que ce qui est important, puis ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des données qui sont soit dans leur base SQL ou dans l'historien, mais que les gens qui en ont besoin, les gens de métier, ils n'ont pas accès. Autrement dit, pour y avoir accès, il faut qu'ils demandent à leur spécialiste, le spécialiste IT ou le spécialiste du système historien ou quoi que ce soit, pour qu'ils aillent chercher les données. Ils font un export en Excel. Après ça, eux autres, ils regardent ça en Excel, puis ils font des validations. C'est un peu le challenge qu'on a des entreprises présentement. La solution qu'on va proposer dans quelques secondes, c'est justement de rendre la donnée disponible à ceux qui en ont besoin pour les aider dans leur travail. Pour répondre rapidement à une question qu'on a ici, Patrick, c'est quelle technologie utilisez-vous? Ici, oui. Ça se fait grâce à TrendMiner. Oui, on va en parler dans quelques slides, effectivement. Parfait. L'exemple d'aujourd'hui, c'est le contrôle des émissions. C'est un client dans l'industrie pétrolière et des énergies qui veut contrôler les émissions d'une façon proactive de son unité de récupération de vapeur, aussi appelée VRU dans le domaine. Autrement dit, on a des problèmes d'émissions, on veut être capable de le contrôler. C'est pour ça qu'ici, l'objectif recherché, c'est de trouver des corrélations, des facteurs qui influencent l'augmentation des émissions. Pourquoi que mes émissions augmentent? Puis aussi détecter de façon prédictive le comportement des émissions. Ici, on parle justement de la technologie qu'on utilise, c'est TrendMiner. TrendMiner va aller chercher les données, puis va tout faire la partie analytique, comme vous allez voir dans les prochains exemples que je vais montrer, les prochaines slides. Ici, ce qu'on voit, c'est vraiment le niveau d'émission. L'objectif, c'est d'être quasiment à 0. Vous pouvez voir dans le bas de la courbe bleue, il y a des fois que c'est à 0, mais il y a des fois que ça monte à 2. Puis, pourquoi qu'on a ces problématiques-là? Puis, c'est vraiment une oscillation. C'est un problème réel que, comme je disais tantôt, ils ont donné les données. Ils ont été chercher les données, puis ils ont fait des exports avec des fichiers Excel. Puis, le cas réel, ça leur a pris 3 semaines avec les ingénieurs, avec les experts du manufacturier, ainsi de suite, pour trouver c'était quoi la cause du problème. Fait que nous, on leur a demandé d'avoir les données. Excuse-moi, Pierre. Oui, aussi. Jusqu'ici, Patrick, entre toi et moi, là, si c'était juste ça ici, on n'a rien inventé. Définitivement. Ça, c'est un plat, on va dire un plat graphique assez standard de qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, c'est puis d'aller chercher les données, ça va être plus la prochaine étape qui va montrer la puissance de l'outil. Comme je mentionnais, l'équipe d'ingénierie a pris 3 semaines à trouver des corrélations. Nous, on leur a demandé d'avoir un extrait des données en CSV pour faire un test. On les a importés dans le logiciel. Ici, dans le logiciel, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un engin de recommandation de corrélation. Autrement dit, ça a l'air de la magie, mais on pèse effectivement sur ce bouton-là et ça nous propose des corrélations comme qu'on voit dans cette slide-ci. Ici, on peut tous voir les corrélations qui nous sont proposées. Autrement dit, j'avais ma ligne bleue tantôt qui était mon problème. Puis, à droite, j'ai des corrélations proposées en ordre de pourcentage de corrélation. On peut voir, puis j'en ai mis ici la verte, l'orange et la rouge. La bleue, c'était nos émissions. La verte, c'est une question de température.
à l'évacuation. Tandis que la orange puis la rouge, ça, c'est deux réservoirs de filtration. Fait qu'on peut voir rapidement sur ma petite ligne rouge que quand que j'ai un problème, que mes émissions augmentent, mais que c'est mon réservoir numéro 1, le réservoir orange, qui fonctionne. Puis quand c'est mon réservoir numéro 2, mais j'ai plus de problème. Fait que déjà là, ça nous donne une très bonne indication que, oups, il y a quelque chose qui se passe avec mon réservoir orange. Puis en plus, avec la corrélation avec la ligne verte, là, je peux savoir vraiment, OK, j'ai vraiment des indices ici pour dire, OK, c'est quoi la cause du problème? Puis on a pu déterminer très rapidement la cause du problème également comme ça. Oui, ce qui est important de voir dans un amalgame de données comme ça ici, c'est pas juste de lancer des données à un algorithme parce que s'il y a tout le temps la même corrélation, on n'a rien appris. Mais ce que je comprends, Patrick, c'est que c'est important d'identifier quelle donnée va plus expliquer des variations. C'est ce qu'on veut avoir. Sinon, si tout suit, on n'a rien appris encore. Là. Non, donc, il y a quelque chose qui dérange. C'est ce qu'on appelle le root cause, la base de la cause. Oui, c'est ce qu'on a trouvé ici. Puis en réalité, ce qu'on trouve, c'est les facteurs influents. Puis une fois qu'on a déterminé c'est quoi les facteurs influents, là, après ça, on peut regarder dans les tendances passées. À chaque fois que j'étais à peu près à 0 côté émission, c'était comment était ma réaction de la verte, ma orange, puis ma rouge. Admettons, c'est à quel niveau qui était. Puis c'est la prochaine slide, justement, parce qu'on a un peu créé une enveloppe qu'on appelle ça les golden batch. Autrement dit, on peut prendre la verte ici. J'ai un minimum, j'ai un maximum dans l'enveloppe, dans le fond. Ça, c'est vraiment basé sur à chaque fois que j'avais des émissions presque à 0, j'ai pu aller chercher toutes mes golden batch du passé pour me créer cette enveloppe-là, pour me dire qu'il faut que je sois à l'intérieur de cette enveloppe-là pour bien opérer. Si je sors à l'extérieur de cette enveloppe-là, je devrais avoir une alerte automatique. Puis, en plus, l'avantage de voir comme ça, ici, on peut même y aller à un niveau encore plus loin, qui est en prédictif. Fait que si je regarde ma ligne bleue en haut, j'ai une petite ligne pointillée qui est ma prédiction, puis j'ai ma ligne bleue un peu plus foncée, ce qui est mon actuel. Fait que déjà là, sur cette image-là, on peut déjà voir que ma ligne verte a sorti trop vite, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en partant, puis je devrais être alerté et dire « Oh, je vais avoir un problème plus tard, parce qu'en plus, ma prédiction me dit si je continue comme ça, je vais me ramasser dans le trou. » Oui, puis ce qui est important dans ce que tu dis, Patrick, c'est une normalité n'est pas nécessairement cyclique. Ça se peut qu'une normalité, que quelque chose soit hors norme, mais que ce soit normal. Donc, il ne faut pas avoir des faux négatifs non plus pour dire voici une alerte, voici quelque chose qui est hors norme. Donc, les modèles vont aussi apprendre. De là, le bénéfice de l'intelligence artificielle, c'est que les modèles apprennent parce qu'ils voient au fur et à mesure qu'on leur donne d'autres données. Exact. Maintenant, Patrick, comment est-ce qu'on atteint ces graphiques? La première chose, ça prend encore des données. Je dis tout le temps que ça prend des données, mais oui, ça prend des données, puisque ce coup-là, ça prend des données horodatées, autrement dit avec des timestamps. Donc, il faut savoir, c'est des time series qu'on appelle en anglais. Fait que ça nous prend ces données-là pour être capable de créer ces corrélations-là. Ce qui est super important, c'est pas juste de dire je prends l'outil, puis bang, je mets ça à mon équipe, puis qu'ils vont être meilleurs demain matin. Ça prend des cas d'utilisation par département. Fait que comment qu'on va faire, c'est qu'au début de comprendre avec l'équipe de maintenance, c'est quoi leur challenge, c'est quoi leur défi, créer des cas d'utilisation avec eux. Même chose avec les autres équipes, que ce soit le procédé, que ce soit l'environnement. C'est vraiment de trouver des cas d'utilisation par département. Puis enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le département a réussi à bien présenter le cas, à résoudre son problème, c'est de le montrer au reste de l'équipe pour être capable d'apprendre par osmose, autrement dit d'apprendre que chaque département montre leur succès, puis qu'ils puissent apprendre un de l'autre, et ainsi de suite. Patrick, pour les dernières minutes qui nous restent, on va prendre des questions que je n'ai pas prises jusqu'ici, des gens qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai une usine et je ne sais pas par où commencer. Quelle est ta suggestion? La première chose, on le dit souvent, c'est de demander à l'externe, ou ce qu'ils ont vu plusieurs, comme une personne comme moi, il y en a plein d'autres aussi, mais ce qui est important, c'est on a vu plusieurs usines, on voit ce qui se passe ailleurs. Fait que déjà, de prendre un premier contact, de faire une prise de connaissance, on peut parler d'audit ou quoi que ce soit, mais juste regarder simple, juste de regarder, de faire un constat, c'est quoi présentement, comment que ça fonctionne, puis par où commencer. Parce que je l'ai mentionné souvent, ça prend des données. Il y a plusieurs entreprises qui voudraient faire de l'analytique avancée, mais ils n'ont pas de données. Fait que ça, c'est quand même important de bien comprendre en partant d'avoir ces données-là. Puis après ça, si les données sont déjà là, mais c'est facile pour nous de rentrer dans l'entreprise, de regarder ça, de travailler en concert avec une question, puis faites attention aussi. Un consultant tout seul, ça ne donne rien, ça prend une équipe. Fait moi, je travaille tout le temps en équipe avec les clients. Fait que quand j'arrive chez le client, je dis tout le temps en partant,
on va faire ça en équipe, on va regarder ça en équipe, on va faire un outil de la situation, puis on va regarder après ça pour faire un roadmap de voir comment on peut s'améliorer puis arriver aux objectifs. Oui, puis ce qui est important, là, la solution technologique doit aussi rencontrer l'objectif d'affaires de la haute direction. Définitivement. C'est la première chose qu'il faut. Puis on le dit souvent, faire un trip technologique, c'est pas ça qu'on veut. Quelqu'un qui va améliorer sa production quand c'est ses ventes, le problème, on va plus référer, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire côté vente. Oui, absolument. On nous pose une question comme quels sont les outils que vous avez utilisés là? Tout à l'heure, on a vu TrendMiner. Patrick, dans le premier scénario, est-ce que tu peux nous donner une idée de comment absolument. vous pris? Oui, c'est avec un outil qui s'appelle IBM Decision Optimization qui utilise, il y en a plusieurs qui connaissent Cplex. Cplex est un logiciel qui existe depuis 40 ans, sauf que dans le temps, il fallait l'installer on-prem, puis ça coûtait très, très, très cher la licence, puis ça prenait des spécialistes pour le rouler. Maintenant, il y a une version qui est plus dans le cloud, qu'on paye à l'utilisation. Donc, c'est pay as you go. Fait on peut profiter de la puissance des outils d'IBM, de l'infrastructure IBM pour faire le computing très rapidement, puis nous ramener l'information, puis juste de payer pour qu'est-ce qu'on utilise. Puis, comme je mentionnais, en utilisant des modèles déjà prédéfinis qu'on peut juste mettre assembler ensemble. C'est vrai, les gens, il y a une méconnaissance de la plupart de l'industrie, c'est que l'intelligence artificielle, ça fait depuis quelques années. Non, c'est faux. Ça fait une cinquantaine d'années que ça existe, sauf qu'on n'avait pas les moyens, la puissance ordinateur pour le faire, parce qu'avant, ça prenait des mainframes qui étaient dans des arénas, à peu près. Donc, aujourd'hui, c'est pas mal plus efficace. Et d'ailleurs, mon iPhone est plus puissant que les mainframes de l'époque qui faisaient de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour dire où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Donc, pour terminer, pour retenir, est-ce qu'on peut envisager de s'améliorer parce qu'on mesure? Absolument. Le libre service nous permet de commencer avec des petits projets. On en a parlé tout à l'heure. Des petites itérations pour avoir un succès rapide ou un échec rapide aussi. Ça nous permet de nous améliorer sans s'être fait trop mal. C'est toujours ce qu'on vise. Est-ce que la technologie peut s'adapter à notre réalité? Absolument. Patrick a démontré des exemples. C'est un parmi d'autres exemples que Patrick travaille. Donc, oui, ça s'adapte à notre réalité. Est-ce qu'on peut avoir un avantage concurrentiel en utilisant mieux nos employés? Absolument. Ce qu'il faut se dire, et je crois que tout chef d'entreprise dirait la même chose, si je pouvais recommencer à côté les mêmes activités, est-ce que je le ferais différemment avec des outils différents? Je pense que la réponse est oui. Et les technologies sont accessibles pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Absolument. C'est vrai encore. Donc, pour vous rappeler, vous avez des questions, vous voulez avoir des démos, comment ça fonctionne, on vous invite à communiquer avec Patrick, à ce que vous voyez ici à l'écran ou moi en tout temps. Et aussi pour vous rappeler que nous avons un événement 26 et 27 octobre qui s'appelle Cybersécurité 2020. Patrick sera un des conférenciers invités. Je serai aussi animateur d'atelier. Et sur ce, on vous remercie pour vous être joints à nous aujourd'hui. Merci. Chers participants, cette session est maintenant terminée. Merci de vous déconnecter et de retourner dans votre programme personnalisé pour vous connecter à la prochaine présentation.